William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, cinquième partie. Voilà pour les consommateurs. Que dire des fabricants? Je veux parler des vrais fabricants, les ouvriers. En quoi cette immense bousculade de pillards assoiffés de richesse les touche-t-elle? L'industriel, plein de zèle guerrier, a dû réunir en un seul lieu une vaste armée de travailleurs. Il les a entraînés spécifiquement pour produire le plus efficacement possible ce qu'il cherche à produire, c'est-à-dire qu'il les adressait à maximiser son profit, et ils en sont devenus incapables de produire tout autre chose. Quand le marché sur lequel ils se trouvent en vient à être saturé, qu'advient-il de cette armée? Chaque soldat dépendait entièrement d'une demande stable dans ce marché, agissait, mais il ne pouvait agir autrement, comme si cette demande n'allait jamais faiblir. Vous savez bien ce qu'il advient d'eux. L'usine ferme ses portes à une majorité d'entre eux. Au mieux, ils seront enrôlés dans l'armée de réserve, de la main-d'œuvre qui est si utile en période d'inflation. Que deviennent-ils? Ne nous l'aurons pas, nous le savons tous très bien. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que cette armée de réserve de la main-d'œuvre est une arme indispensable de la guerre commerciale. Si nos chefs industriels ne pouvaient pas recruter ces malheureux pour faire tourner leurs machines quand la demande est forte, d'autres industriels, en France, en Allemagne, en Amérique, s'en mêleraient et leur prendraient leur marché. Vous le voyez bien, le système actuel oblige une large majorité de la population à vivre sous la menace constante de la famine, et ce, non au bénéfice de gens habitant une autre partie de la Terre, mais pour l'asservissement et l'avilissement de tous. Songez un instant à ce que tout cela représente de gâchis. On cherche de nouveaux marchés et on les trouve dans les pays sauvages et barbares, et rien ne modifie de façon plus extrême notre monde que cette quête acharnée du profit. Vous entendez bien, je crois que cette quête est un horrible cauchemar. Nous sommes constamment angoissés et terrifiés à l'idée de perdre notre emploi. Nous ne pouvons plus lire un livre, regarder une peinture, nous promener dans un joli endroit, nous reposer au soleil, discuter des derniers progrès de la science, bref, jouir des plaisirs animaux ou intellectuels. Dans quel but? Pour vivre sans discontinuer notre vie d'esclave jusqu'à notre mort, afin de procurer à un homme riche une vie aisée et luxueuse, si l'on peut appeler cela vivre, une vie si vide, si malsaine, si dégradée que, tout bien considéré, il s'en porte peut-être plus mal que nous, les travailleurs. Et l'on se tient pour très heureux si toute cette souffrance n'a eu aucune conséquence néfaste, si les marchandises n'ont causé de tort à personne. Le plus souvent, en effet, elles causent du tort à des foules entières. Nous trimons, nous geignons, nous mourons pour fabriquer le poison qui assassinera nos semblables. Je le dis sans embâge, il s'agit bien d'une guerre, avec toutes les conséquences des guerres, une guerre qui ne se fait pas entre nations rivales, mais entre entreprises concurrentes, entre bataillons capitalistes. Si vous vous unissez à moi pour souhaiter que la paix règne entre les nations, sachez que cette guerre industrielle la rend impossible. La guerre est l'âme même de ces belliqueuses compagnies, et elles se sont accaparées ces dernières années pratiquement tout le pouvoir politique. Dans chaque pays, elles s'entendent entre elles pour exiger de leur gouvernement les deux seules choses suivantes: maintenir à l'intérieur une importante force de police pour que se perpétue l'ordre social où les forts subjuguent les faibles; à l'étranger, les protéger au mépris des lois, leur servir d'explosifs pour renverser les murailles des marchés du monde et les envahir. Nos chefs d'entreprise ne peuvent concevoir aucune autre fonction pour un gouvernement. Aider à s'emparer des marchés coûte que coûte à l'étranger, conserver coûte que coûte chez soi le privilège de la non-ingérence, ce que l'on appelle à tort le laisser-faire.